La chronique politique de ce grand journal. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous vous intéressez cette semaine aux dynamiques électorales des trois grands blocs, à 10 jours maintenant du premier tour des législatives. Et on démarre avec Ensemble, la coalition présidentielle. Que nous apprend Alexis, la carte des projections de sièges? Alors, on est pour la majorité présidentielle qui porte le nom d'Ensemble, donc qui rassemble Renaissance, qui est le nouveau nom de LREM, voilà, et puis tous les alliés, le MoDem, Agir, etc., au fond du centre-droit, un centre-droit girondin, on y reviendra. Ils sont entre 275 et 310 selon les projections, sachant que la majorité, c'est l'obtention de 289 sièges sur les 577 circonscriptions que compte la France, territoires et départements d'outre-mer compris. On a 577 circonscriptions. Vous pouvez compter qu'en gros, une circonscription, c'est 130 000 habitants. En gros, puisque nous avons 68,5 millions d'habitants sur l'ensemble du territoire français. Nous avons, on va le dire tout de suite, parce que ça sera plus simple, pour la gauche unie derrière Jean-Luc Mélenchon, qu'on appelle aujourd'hui la NUPS, la Nouvelle Union Populaire, 188 sièges dans les projections. Ouais. Alors attention, ce sont des projections, ça peut varier au moment du scrutin. Et nous avons pour le bloc, disons, des droites extrêmes, des droites nationales, comme ils disent, entre 30 et 35 sièges, avec des projections qui varient. Une trentaine de sièges pour le Rassemblement national, peut-être 2 à 3 sièges pour le mouvement piloté par Éric Zemmour Reconquête. Donc on s'arrête d'abord sur Ensemble. On s'arrête d'abord sur Ensemble. Donc on voit bien qu'il y a 3 forces aujourd'hui qui ne sont pas d'égale importance, mais qui, en gros, si vous voulez, représentent sociologiquement un tiers de l'électorat, en gros chacune. Alors, on va faire, si vous voulez, quelques allusions à un géographe et un politologue du passé qui a eu vraiment son importance sous la Troisième République, qui s'appelait André Siegfried. André Siegfried, c'était un monsieur très important dans la science politique. C'était, si vous voulez, vraiment l'équivalent de René Raymond, mais en plus connu et peut-être plus essentiel aussi sur la conceptualisation. Qu'a-t-il apporté à la science politique, Siegfried? C'est, au fond, quelques axiomes de base sur les comportements sociaux qui déterminent les comportements électoraux. Autrement dit, on va le dire autrement, comment la sociologie détermine les votes. Et c'est très intéressant aujourd'hui de relire Siegfried. Pourquoi? Car on a un espace triple. L'espace de la bourgeoisie des centres-villes. Dites-vous bien que cette bourgeoisie des centres-villes, toute proportion gardée, c'est-à-dire les CSP+, dans leur diversité, ça va des ingénieurs aux avocats, des médecins aux professeurs, les professions intellectuelles supérieures, disons, se sentent plutôt à l'aise dans la mondialisation. Ça, c'est le premier bloc. Et c'est assez homogène, ce premier bloc est assez homogène sociologiquement. C'est super homogène. Et d'ailleurs, ça valide, quelles que soient ses arrière-pensées, ça valide sociologiquement l'intuition qu'avait eue en 2016 Emmanuel Macron, qu'il y avait une sociologie commune, au fond, à un certain centre-droit libéral et à un certain centre-gauche libéral. Tous ces gens, au fond, des professeurs d'université aux avocats, des médecins aux ingénieurs et aux start-upers, se retrouvent grosso modo dans le programme bourgeois, libéral, modéré et centriste du macronisme. D'où le fait que, électoralement, puisque là nous parlons des élections, électoralement, vous avez des bastions qui sont considérablement forts pour Renaissance et pour ses alliés, indépendamment de la dynamique électorale qui est suscitée par la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à ça. C'est-à-dire c'est plus sociologique, si vous voulez, c'est moins conjoncturel. Ainsi, nous pouvons évoquer des batailles où LREM et ses alliés partent vraiment en pole position. Par exemple Benjamin Haddad dans le 16e arrondissement, qui est par ailleurs... On appelle la bataille de l'Ouest parisien. Bon voilà, c'est une bataille fondamentale. Il représente le macronisme, c'est un ami d'ailleurs personnel du président, etc. Ils sont proches depuis longtemps, ils sont sur la même longueur d'onde sur le plan idéologique. Dites-vous bien que Benjamin Haddad, quoi qu'on pense par ailleurs de sa campagne, ce n'est pas un jugement personnel, je décris une réalité. Dans un arrondissement qui a longtemps été, disons, un bastion de la droite républicaine, a toutes les chances aujourd'hui, je ne dis pas qu'il va gagner, mais il a quand même de très fortes chances de l'emporter face à son challenger. Au maire du 16e arrondissement. Exactement, Francis qui Spinner. est l'avocat Francis Spinner. C'est très symptomatique. De quoi? Du fait que vous avez une grande partie de la bourgeoisie modérée, de droite modérée, qui aujourd'hui se retrouve de facto dans le macronisme, encore une fois pour des raisons qui ne sont pas simplement des raisons de conjoncture électorale, mais des raisons de structure sociologique décryptables et compréhensibles à l'aune des catégories de Siegfried. Enchaînons, Alexis, avec la NUPS. Alors, la NUPS donc, pose un problème, on l'a bien compris. L'alliance de la gauche. Voilà, pose un problème, pas simplement, on va y venir, à la gauche républicaine classique, autour de Cazeneuve, de personnalités comme ça. Elle pose un problème plus largement
au macronisme. Pourquoi ? Car dans un certain nombre de territoires, de circonscription du territoire français, la NUPES menace de l'emporter face aux candidats officiels, entre guillemets, de la majorité présidentielle dans toute leur diversité de sensibilité. Encore une fois, il y a Agir, il y a le Modem, etc. Pourquoi ils menacent ? Ils peuvent l'emporter. Là aussi, je vais faire référence à mon cher André Siegfried pour des raisons qui sont des raisons sociologiques. Pas seulement la dimension sur laquelle on insiste parfois dans la Macronie, le vote musulman, entre guillemets, caché ou avoué, qui porterait les gens, des habitants de ces circonscriptions vers le candidat soutenu ou présenté par Jean-Luc Mélenchon. Il y a cette dimension, bien sûr, mais elle n'est pas forcément essentielle. Il y a aussi le rapport à la mondialisation. La NUPES, c'est sans doute la trouvaille géniale politiquement, bien que critiquable moralement. La NUPES correspond, au fond, en gros, à la reconstitution d'une gauche unie de nature altermondialiste, ou on va dire mondialisto-critique. C'est-à-dire des gens qui sont moins riches que les macroniens, sur l'échelle de la sociologie, au fond des intellectuels précaires, des employés, des petits fonctionnaires, etc., et qui considèrent que la mondialisation les désavantages, que la mondialisation les plombe, si on parle vulgairement. Et donc, vous avez un certain nombre de circonscriptions, indépendamment de la question musulmane. Donc on aurait, Alexis, d'un côté, les gagnants de la mondialisation au sein d'Ensemble, face aux perdants de la mondialisation. Mais c'est clair. Côté NUPES. C'est clair. Et tout le discours d'alternative sociale et écologique construit par Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on pense encore de lui, là, ça n'est pas une prise de position de ma part, c'est une analyse. Tout son discours consiste à essayer de trianguler une grande partie de cet électorat, on va dire traditionnellement de gauche, mais pas seulement, qui est extrêmement vent debout contre les formes prises actuellement par la mondialisation, qui, en raison de son caractère essentiellement financier, a tendance à dualiser la société. D'où le fait qu'il y a probablement des zones, notamment dans la région Île-de-France, on peut les évoquer, où le nombre de députés issus du mouvement des Insoumis et de leurs alliés aujourd'hui, puisqu'ils ont des alliés écologistes, socialistes, etc., va probablement, à l'issue du deuxième tour du scrutin qui vient, augmenter. Nous avons déjà, dans le département de la Seine-Saint-Denis, un certain nombre de députés qui relèvent de la mouvance insoumise, Clémentine Autain, Alexis Corbière, etc. Il apparaît probable que dans ces départements, et là encore j'y insiste parce qu'il ne faut pas être obsédé par, indépendamment de la question de l'identité musulmane ou de la référence réel ou imaginaire ou fantasmé à l'identité musulmane, il va probablement y avoir un raz-de-marée de la NUPES dans ces départements. Et plus largement, si on globalise sur la situation française, dans toutes les banlieues pauvres, ça vaut pour les Bouches-du-Rhône, ça vaut pour la Haute-Garonne. Alors la Haute-Garonne, elle est intéressante, j'ai étudié le sujet qui m'intéresse beaucoup. Vous avez même dans le centre... Très vite Alexis, parce qu'il nous reste le troisième bloc. Ouais, et c'est intéressant. Mais dans le centre de Toulouse, vous allez avoir une bataille au couteau, entre deux candidats issus de la gauche, le candidat officiel, justement, de la NUPES, qui s'appelle François Piquemal, face à l'essayiste, bien connu aujourd'hui des Français, Fathia Agag Boujalat, qui, elle, représente la gauche Cazeneuve, on va dire en gros, c'est-à-dire la gauche forest, si vous voulez, universaliste et laïque. Et donc, il y a là deux gauches qui vont s'affronter sur une terre, de toute façon, traditionnellement de gauche. Toulouse a toujours été un des bastions de la gauche, mais c'est très intéressant parce que ce sont aussi deux sociologies. La gauche laïque est plus, entre guillemets, bourgeoise. Donc ça c'est très intéressant. Dernier point. On termine avec les extrêmes droites. Voilà. Alors là, on est au cœur d'un truc compliqué. Marine Le Pen a tort ou a raison, Jordan Bardella, qui est son porte-voix et son ami intime, ont le sentiment que Reconquête les a empêchés de franchir la marche essentielle du deuxième tour. C'est un sentiment, d'ailleurs, sur le plan strictement électoral, parfaitement mal fondé. Il développe donc une stratégie qu'on peut qualifier de vendetta politique. C'est-à-dire partout où Reconquête a des candidats, notamment Éric Zemmour dans la 4e, on l'évoquait la semaine dernière, qui sont en capacité non seulement de se qualifier au deuxième tour, mais de remporter la circonscription, ils essayent de faire campagne pour que le sortant ou le candidat issu du Rassemblement national l'emporte au détriment de Reconquête. C'est une stratégie donc de division. Parce qu'il y aura systématiquement un candidat de RN face à celui de Reconquête. Et puis c'est une stratégie de division du camp national qui, évidemment, rend Éric Zemmour tout à fait, en colère. Il parle d'ailleurs d'une stratégie absolument lamentable, mais qui témoigne peut-être du fait, et ça c'est intéressant sur le plan de la structure, là encore on y revient. En 2 phrases, Alexis. Oui, c'est intéressant. Reconquête, on en pense qu'on veut, on n'est pas obligé de partager leurs idées. Ils représentent une variante, au fond, d'un vote plutôt bourgeois, et disons où il y a une primauté
de la question du salut de la France. En revanche, sur le plan sociologique, le Rassemblement national, aujourd'hui, dans beaucoup de circonscriptions, dispute au fond la palme de la représentation du peuple le plus populaire à la France insoumise et à la NUPES. Et donc, en réalité, il y a un match dans beaucoup de ces circonscriptions entre la NUPES et le Rassemblement national. Reste à voir, si on prend le cas de la circonscription dite de Saint-Tropez, c'est-à-dire la 4e du Var, si ce match ne va pas, en fait, ce qui est une hypothèse tout à fait valide, tourner en faveur d'Éric Zemmour, qui, lui, au fond, s'inscrit ailleurs, dans un autre espace, qui est l'espace, encore une fois, des amoureux de la France qui ne veulent pas que celle-ci disparaisse. Retour à la sociologie et hommage à André Siegfried pour préparer ce premier tour des élections. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, pour ce décryptage politique. Merci à vous, Steve Nadjar. À réécouter en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain en compagnie de Mickaël Darmon. Bon après-midi à vous. Bon après-midi et à demain, vous aussi, Alexis. Et à demain, absolument.